Bien, merci beaucoup Virginie Beaumeunier. Vous restez avec nous, effectivement, on l'a dit, vous interviendrez vers la fin de cette rencontre. On le voit régulièrement, hein, les Français, vous dans le public, certainement font de plus en plus attention à ce qu'ils ingèrent. La preuve avec certaines applications hein, qui cartonnent aussi bien le Nutri-Score, ça c'est plutôt sur les paquets effectivement alimentaires, mais aussi des applications indépendantes comme Yuka, par exemple, dont on entend beaucoup parler, et en bien comme en moins bien, qui arrive un peu à changer aussi la composition des éléments. Avec moi pendant donc cette petite trentaine de minutes, Virginie Beaumeunier. Donc merci, la directrice générale de la DGCCRF. Merci d'être restée. Philippe Magneux, qui est où Philippe? Voilà, bonjour, je vous en prie. Rejoignez-nous. Qui travaille pour la société locale Coufidou, mais qui représente aujourd'hui le label Bio Équitable France. Bonjour Philippe. Installez-vous. David Garbous. Bonjour David. Vous nous voyez en visio normalement. Enfin, vous ne nous voyez pas, mais nous on vous voit en visio. Écoutez, moi je vous entends très bien, je ne vous vois pas effectivement, j'espère que vous m'entendez bien, je suis ravi d'être avec vous. Vous êtes le fondateur de l'agence Transformation Positive, c'est ça? Absolument, oui. Parfait. Après 20 ans d'expérience dans l'alimentaire, j'ai voulu essayer de transformer plusieurs Fleury-Michon en même temps, c'était ma dernière expérience, et j'ai créé cette structure pour ça. On va en parler dans quelques minutes. Et Didier Chausse, le docteur Didier Chausse, le président de l'Institut européen de diététique. Bonjour docteur. Installez-vous, et moi je vais me mettre là, par exemple. Vous ici, moi là. Voilà. On va commencer avec vous, Philippe Magneux. Vous êtes donc le directeur de Coufidou, mais aujourd'hui, vous venez nous voir. Coufidou, pour ceux qui ne savent pas, mais enfin, il y a des gens qui ne savent pas qui est Coufidou ici, oui. Bon, c'est le pruneau, quoi. Hein, voilà, c'est comment? Le pruneau d'Agen. C'est précis. En IGP. En plus, mais vous représentez aujourd'hui avec nous le label Bio Équitable, oui. Que vous avez en partie créé, c'est ça? On fait partie de l'équipe constitutive, mais si vous voulez, je peux commencer. Alors, non, enfin, oui, mais on va en reparler juste après. Je voulais vous dire, par rapport déjà, le pruneau d'Agen est en IGP, c'est déjà permet de rassurer le consommateur. Oui, déjà alors, ça, juste la petite IGP. Oui. Alors, l'IGP pour le pruneau d'Agen est très important, parce que ça fait quand même plusieurs années. Bon, là, je ne vais pas parler pour la filière pruneau d'Agen, qui, de plus, bon, il y a le ministre de l'Agriculture qui va arriver, et qui a été dit tout à l'heure, où le pruneau d'Agen vit une période difficile suite à la période de gel qu'il y a eu là. Et on parlait de prix ce matin. Effectivement, le consommateur, il va décider. C'est lui qui décide toujours hein, si un produit se maintient sur le marché. Et là, cette année, je crois que tous les exploitants agricoles et pruniculteurs de France, et surtout de la région, ici, puisque le pruneau d'Agen, le périmètre il est quand même limité, et bien, il a plus que besoin jamais que le consommateur réponde à aider en mettant quelques centimes de plus, parce qu'on ne parle pas d'euros de plus, on parle des centimes de plus pour maintenir le pruneau d'Agen, qui est aussi un IGP qui est aussi important pour le différencier par rapport aux autres, parce que du pruneau, il n'y en a pas partout, mais qui garantit un produit de qualité, parce qu'il y a des critères aussi bien au niveau de l'IGP qu'au niveau du label Bio Équitable France. Dont on justement, parlez-nous un peu de ce label Bio Équitable. Alors, en quoi il consiste? Le label Bio Équitable France, c'est d'abord une histoire de producteur. Il a été créé il y a 1 an. C'est une association qui s'est constituée il y a 1 an par des paysans et des paysannes, principalement. Aujourd'hui, il regroupe 5000 exploitations, 30 et 40 transformateurs et distributeurs. Là, on parle que de la France ou parce que... Que de la France. D'accord, ok. Et cette association, elle a construit son label sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est le pouvoir de la gouvernance, c'est-à-dire qu'il est porté par des paysans et paysannes. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, il est porté par une agriculture biologique. On n'est pas là pour débattre bio, pas bio. Mais nous, le label que je représente, il est bio. Il est d'une production biologique. Donc, c'est une production biologique cohérente et responsable. Qu'est-ce que vous voulez dire par cohérente? Cohérente, ce qui veut dire qu'elle est cohérente par rapport à son environnement. Elle n'est pas massive, et ça se retrouvera dans son cahier des charges pour le label. Ensuite, il y a un autre... c'est défendre un territoire, une production nationale, un autre pilier. Et le quatrième pilier, qui est quand même fort et qui est un dénominateur commun à tout ce qu'on entend depuis ce matin, c'est le prix.
Et le quatrième pilier, c'est un prix équitable. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir le pruneau à tous les prix et à toutes les sauces pour les cuisiniers qui veulent bien le cuisiner, à tous les prix sur le marché. Et c'est vrai que le consommateur ne sait plus, il a perdu la confiance dans le prix. Et je pense que le fait de mettre une information, puisqu'on parle du consommateur concerné, je pense que le prix équitable dans toute la chaîne de distribution, qui va, pour certains, comme on a dit ce matin, de la fourche à la fourchette, on peut aller du producteur au consommateur, ou du pouvoir de la production au pouvoir d'achat du consommateur. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on sait, certains, c'est que, pour ma part, c'est que le pouvoir d'une maintien d'une filière, c'est le pouvoir de produire et le pouvoir de l'acheter. S'il y a un des deux pouvoirs qui tombe, c'est fini. Et que tous les instances qui sont de la chaîne, comme nous, producteurs, puisque moi je représente un transformateur coopératif, on n'est que des supports à cette chaîne. Voilà, donc ce label-là, il a été créé. Alors en France, ça peut paraître bizarre de mettre de bioéquitable, mais c'est important parce qu'il faut retrouver la confiance, il faut reconcerner le consommateur. Et ce label bioéquitable qui se retrouve, alors je suis désolé, j'aurais dû le donner à la régie, mais voilà, c'est celui-ci là, je ne sais pas si vous le voyez. Les caméras vont les faire donc, un point dessus. Vous pouvez le voir. Voilà. Il n'est pas que pour le pruneau d'Agen, il porte toutes les cultures agricoles biologiques qui adhèrent à cet assaut, et il représente aussi toutes les autres associations qui peuvent aussi porter le consommateur vers une consommation de qualité. Parce que derrière un produit, on parle de qualité, mais moi j'aime bien aussi parler d'économie. J'aime bien parler, quand on achète un produit, un article, on achète un prix, on achète une économie, on achète une sécurité d'emploi, on achète de la santé pour nos proches, on achète un système économique aussi. Il n'y a pas que le goût. Donc aujourd'hui, ce label, pour concerner le consommateur, après je finirai par ça, oui. Pour concerner le consommateur, il rapproche les deux pouvoirs. Un, le pouvoir de la production, c'est-à-dire que l'agriculteur, ce matin, il y a un monsieur qui disait... une chose que je partage, c'est qu'avant on était des cueilleurs-chasseurs, aujourd'hui après on est devenu agriculteurs sédentaires. Et le pouvoir de la production, il est indispensable à la durabilité, quoi, à notre avenir. Et ce label, il faut qu'il concerne le pouvoir du producteur à faire un produit de consommation responsable vis-à-vis de son environnement, et le pouvoir d'achat du consommateur, qui, effectivement, on parle depuis ce matin, le président de Rungis, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais qui parlait à moins de 1 euro. Ça m'a fait bondir un peu, parce que moi, je suis avec des producteurs, à moins de 1 euro, c'est pas durable. C'est-à-dire que le consommateur, il faut qu'il mette le juste prix. Et pour ça, il faut qu'il prenne conscience. Et quand je parle de juste prix, je parle de quelques centimes de plus. Je ne sais pas si vous savez, mais la production de pruneaux d'Agen, qui a subi des surproductions répétées sur ces 4 années, je vais vous donner un chiffre simple. La production nationale du pruneau d'Agen, c'est 40 000 tonnes. Le nombre d'habitants, c'est 60 millions. Si chaque Français mangeait 600 grammes de pruneaux par an, ça veut dire l'équivalent à peu près de 3,50 €, il n'y aurait jamais de problème de quoi que ce soit. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir ce label ? Alors, ce label, déjà, il faut faire une demande d'inscription à l'association parce qu'il y a des critères sélectifs. Alors, les critères, il y en a nombreux, beaucoup. J'imagine, mais ils sont quantitatifs en termes économiques et qualitatifs. Oui. Déjà, il faut être biologique. Il faut avoir une agriculture biologique, ça parle de soi. Et ensuite, dans ce cahier des charges, ça passe par un comité de direction qui valide ou pas l'adhésion. En fonction de l'importance, je pense, de la société, parce que ce qui est important, c'est de défendre des paysans, et quand on parle de paysans, on parle de petites exploitations, surtout, donc des circuits courts. Donc effectivement, ils ont cette problématique-là, mais il ne faut pas exclure, on ne pose personne, tout le monde se rassemble, et ce cahier des charges, il est contrôlé par des organismes indépendants. Très bien. Juste pour faire le lien avec M. Garbous juste après, est-ce que vous faites visiter Koufidou ? Est-ce qu'on peut le visiter ? Est-ce que le grand public peut le visiter ? Alors, le grand public de masse, non. On peut pas, on le fait pas visiter parce qu'on n'est pas aux normes de sécurité, mais sur des petits groupes, on peut l'accepter de le faire sur certains endroits, surtout pendant le séchage de la prune.
Mais par contre, on est toujours ouvert à toutes les instances et tous les organismes de contrôle. Très bien, très bien. Justement, Monsieur Gerbous, bonjour. Ouais, je vais vous regarder ici, plutôt, ce sera mieux que... Ça fait un peu grand. Alors justement, ma dernière question à Philippe Magneux, vous l'avez compris, n'était pas anodine. Vous avez travaillé, entre autres, pour Fleury Michon, également chez Danone et Le Sieur. Et vous êtes à l'initiative de cette, alors je ne sais pas, publicité peut-être, que tout le monde connaît, le fameux « Venez vérifier », ou même sur les réseaux sociaux, hashtag « Venez vérifier », lancé aux consommateurs pour le surimi et le jambon. Déjà, c'était un pari audacieux. Hein. Est-ce que maintenant, c'est fini, les grandes usines qui cachent tout maintenant? Est-ce que tout est ouvert et maintenant, on peut tout venir vérifier? C'est vraiment l'enjeu, je trouve, hein, pour faire le lien avec ce qui avait été dit avant. Pour que le consommateur puisse choisir en conscience ses produits, il faut qu'il ait accès à l'information, en fait. Et bien souvent, l'information, elle est... parce que c'est réglementaire, elle est visible, mais il faut avoir un microscope, une loupe, ou avoir fait un bac+12 en nutrition pour la trouver. Et effectivement, chez Fleury Michon, moi je suis arrivé dans cette entreprise en 2013. 15 jours après, c'était la crise du cheval dans les lasagnes. Ah oui. Et donc on avait énormément d'appels de consommateurs inquiets, voire en colère, au service consommateur qui nous disaient mais comment c'est possible que vous ayez pu laisser passer ça? Et on expliquait que chez Fleury Michon on n'était pas concerné, mais parce qu'on ne faisait pas d'achat spot et qu'on avait des contrats avec des producteurs. Mais la plupart d'entre eux, juste après qu'on les ait rassurés sur ce point, nous disaient mais au fait, qu'est-ce que vous mettez dans le jambon et qu'est-ce que vous mettez dans le surimi? Et pourquoi ces deux produits-là inquiètent plus que les autres? Le surimi, bon, effectivement, on peut comprendre que c'est bizarre parce que c'est pas naturel, on va dire. La question, elle était surtout sur le surimi parce que c'est un produit que les gens adorent en France, mais c'est un peu une légende urbaine aussi sur la façon dont ils sont fabriqués, un peu comme avec le nugget de poulet, qui sont aussi des produits très emblématiques de, on va dire, de ce qu'a fait l'industrie alimentaire. Et donc, à l'époque, on avait prévu, nous, de faire une campagne de publicité pour parler du surimi, parce que c'était la saison qui démarrait, et on apprend dans les écoles avec une petite famille dans la cuisine qui mange du surimi en disant que c'est bon. Et je me suis dit que si on sortait ça à ce moment-là, ça allait vraiment pas bien se passer sur le plan émotionnel parce que les gens étaient choqués, ils avaient perdu de nouveau, s'interrogeaient de nouveau sur le fait qu'ils avaient délégué leur alimentation à l'industrie alimentaire. Et en fait, on a décidé de faire une campagne complètement à l'envers en disant écoutez aux gens, écoutez, ne nous croyez pas sur parole, mais venez voir par vous-même. Et on leur a proposé de remonter effectivement toute la chaîne, depuis leur supermarché où ils achètent le produit, tant par les usines, qui effectivement à cette époque-là ouvraient très rarement, et en allant jusqu'en Alaska pour montrer que c'était bien du poisson et pas des yeux de Bernard l'ermite qu'on utilisait pour faire les surimi. Et ça a eu un succès phénoménal, cette campagne. Combien de personnes sont venues vérifier? En fait, on n'a pas pu emmener malheureusement 60 millions de personnes en Alaska, mais on a fait c'était sur un principe de tirage au sort pour les consommateurs. Il y a des blogueurs qui sont venus aussi et des journalistes qui sont venus. On a produit nous-mêmes du contenu. Donc au final, on a emmené à peu près sur 2 ans une quarantaine de personnes. Mais surtout, il y a une grande partie de ces personnes qui ont produit elles-mêmes du contenu à destination de leur communauté. Et les vidéos qui ont été produites, pas par nous, mais par ces gens et puis par les journalistes qui sont venus, ont été vues plus de 15 millions de fois. Donc ça a eu vraiment un impact très, très important. Et ça s'est vu sur les ventes, sur la croissance des ventes, puisqu'on est passé de -5, un chiffre négatif, à +12 à la fin de l'année. Je suis peut-être un peu mauvaise langue, mais venez vérifier pour qu'il n'y ait que 40 personnes qui viennent. C'est léger, non? C'est physique. Je vous dis 60 millions de personnes en... Oui, non, bien sûr. Non, mais c'est justement, vous annoncez, en gros, venez vérifier qu'on travaille bien. Il n'y a que 40 personnes qui y vont. Il y a 40 personnes qui sont allées jusqu'en Alaska. Après, on en a accueilli beaucoup plus dans les usines, puisqu'on a monté un programme sur 4 ans où... De mémoire, il y a 1500 personnes qui ont pu venir, etc. Donc on a systématisé le truc, et puis tous ceux qui ne pouvaient pas effectivement se déplacer pour des contraintes personnelles ou autres, on avait la possibilité effectivement d'accéder à de l'information, pas forcément d'ailleurs de l'information produite par nous, mais de l'information produite, on parle beaucoup des tiers de confiance aujourd'hui, par des gens que ces gens suivaient,
qu'ils avaient pu, les blogueurs notamment, interroger en amont pour poser leurs questions. Et puis, en fait, tous ceux qui n'ont pas pu venir vérifier, mais qui ont entendu la publicité, ont fait un truc tout simple. Et c'est ça qui a fait que les ventes ont décollé, c'est qu'ils ont retourné l'emballage, ils ont regardé la liste des ingrédients de notre marque comparée à celle des voisins. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment une différence dans la liste des ingrédients, qu'il n'y avait pas d'additifs, pas de conservateurs, que c'était du colin et uniquement du colin. Et ça suffit quelque part à faire basculer le choix pour ceux qui venaient fréquenter le rayon. Et ça a provoqué un feedback extrêmement positif dans l'entreprise, et ça nous a permis de faire ce qu'aujourd'hui tout le monde appelle la raison d'être, de se réinterroger sur finalement à quoi on sert, pourquoi on se lève le matin dans une entreprise. Et nous, on a défini un mot qui était une phrase, qui était aider les hommes à manger mieux chaque jour. Et cette phrase, elle nous a servi de boussole et de colonne vertébrale pour aligner toutes les décisions qu'on a prises ensuite. Donc, quand le Nutri-Score, par exemple, ça a été évoqué tout à l'heure, est sorti, on est, je crois, le premier industriel à avoir dit qu'on allait l'appliquer parce qu'on avait vu l'impact de la transparence sur la confiance des consommateurs. Ensuite, on a sorti des innovations comme le jambon zéro nitrite, où on a accepté de vendre un jambon qui était sans aucun additif et donc gris en grande surface. Et ensuite, on a travaillé sur des barquettes de plats cuisinés en bois pour enlever le plastique. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que cette raison d'être, elle nous a servi à arbitrer les projets et à prendre position de manière publique. Et ce que j'ai vu, moi, de manière très spectaculaire, quand on est dans cette démarche, c'est un changement d'attitude des consommateurs. C'est-à-dire que quand on a commencé à parler de manger mieux, il y avait 80% des consommateurs qui avaient un avis négatif ou neutre sur nous. C'est-à-dire qu'ils disaient Fleury Michon et de manger mieux, c'est pas possible. Je vous coupe parce qu'on est un peu pressé. Si l'on fait une projection, vers quoi est-ce que l'on tend dans un futur proche et un peu plus éloigné pour les industriels ? En une demi-minute, si c'est possible. Je vais vous dire, moi j'aimerais bien rebondir sur l'intervention précédente. D'abord, je vous dis, on est passé en 4 ans de 80% de négatif et neutre à 60% de positif et neutre. Donc on parlait de confiance tout à l'heure. Pour moi, la confiance, c'est comme l'amour, il n'y a que des preuves de confiance. Donc il faut que les industriels posent des actes et que ce soit visible. Et pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que l'enjeu prioritaire, incroyable, qui nous concerne tous, c'est la transparence. Oui. Parce que finalement, les efforts qui ont été exposés très clairement tout à l'heure par le monsieur qui vient de parler, je trouve que quelque part, c'est scandaleux que ce soit ce monsieur qui soit obligé d'expliquer qu'il travaille bien. On est d'accord. Merci beaucoup, David Garbou. Je suis désolé, on est obligé de couper là. Ça va faire un peu de juste. Je suis désolé de vous couper. Docteur Chose, Didier Chose, bonjour. Rebonjour plutôt. Vous êtes donc, je l'ai dit au début, le président de l'Institut européen de diététique et de micronutrition. Voilà. Et avec vous, on va voir les microbiotes. Rapidement, si on peut parler rapidement du microbiote, de micronutrition bien évidemment. En quoi est-ce que cela consiste exactement ? Alors, pour remettre dans le contexte, la nutrition jusqu'aux années 90, ça a été de regarder un petit peu l'assiette avec ce qui était bon, ce qui était mauvais. Une vision un peu dichotomique. Et puis, il y a eu beaucoup de recherches scientifiques qui ont démontré que les relations entre l'alimentation et la santé, c'était beaucoup plus étroit que ça prévenait bien sûr l'ensemble des maladies, mais que ça pouvait avoir un impact sur l'ensemble des problèmes de santé de monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire, je suis fatigué, j'ai des troubles du sommeil, j'ai des douleurs ostéo-articulaires, j'ai des troubles digestifs. En fait, 80% des motifs de consultation. Et ça, on s'est rendu compte que ça venait d'une insuffisance de qualité de l'assiette, accompagnée de la sédentarité, de la gestion du stress. Eh bien, qu'est-ce qu'on a découvert ? Alors, il y a eu 2 ou 3 révolutions qui se sont passées. D'abord, au-delà des problèmes d'obésité, de surpoids, il y a des problèmes de déficit micronutritionnel. C'est vrai que l'industrie agroalimentaire a plutôt paupérisé en micronutriments l'alimentation, mais les habitudes alimentaires ont fait qu'il y avait un certain nombre de carences. Et au-delà de ça, on a découvert, et là c'est une véritable révolution dans le domaine de la santé, que nos bactéries étaient grandement responsables, ou en tout cas entretenaient beaucoup de maladies chroniques, de perturbations chroniques. Et de quoi vivaient nos bactéries ? De ce qu'on leur donnait à manger. Cela veut dire que quand
Quand on a une alimentation McDo, on fait un microbiote McDo. Quand on a une alimentation crétoise, on a un microbiote crétois. Quand on dit on est ce que l'on mange, c'est un petit peu la preuve de ça. C'est ce qui va ressortir, du moins, quoi. Et comme on a démontré les relations très étroites entre nos microbiotes et notre état de santé, que ce soit les relations bien connues aujourd'hui entre l'intestin et le cerveau, mais toutes les maladies chroniques ont une signature microbiotique. Donc ça veut dire qu'on est certain aujourd'hui que notre assiette influe à la fois sur la nourriture de nos cellules, de nos fonctions, de nos organes, mais également des microbiotes qui entretiennent un certain nombre de nos perturbations de santé. Et ce qui permet aujourd'hui de rentrer nos conseils alimentaires, et c'est en quoi on a développé le concept de micronutrition depuis une trentaine d'années, sur une alimentation plus individuelle, avec des modèles alimentaires qui sont personnalisés, et avec une approche fonctionnelle de l'alimentation. Et nous formons les médecins à ça, puisqu'on disait 60 000 médecins qui voient 20 patients par jour, et les médecins ne sont pas formés à la nutrition et à l'alimentation santé, alors que 80% des patients disent faire confiance à leur médecin pour les conseils alimentaires. Et quand on a préparé cette rencontre, vous me disiez aussi qu'il y avait un rapport avec le génome, c'est-à-dire qu'on a des terrains plus ou moins favorables, chacun d'entre nous. Alors, grande révolution, on a dit, sur les microbiotes, et deuxième grande révolution, nos patrimoines génétiques sont dépendants de ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire tous les facteurs qui font que nous développons, nous activons nos gènes ou nous les réprimons. Eh bien, on a fait des recherches ces 15 dernières années sur qu'est-ce qui active nos gènes ou qu'est-ce qui les réprime. Ce sont les facteurs de l'environnement et en premier lieu l'alimentation. Donc notre alimentation nous permet de réciter nos programmes génétiques de manière favorable ou défavorable. Donc aujourd'hui, la frontière entre l'inné et l'acquis sont beaucoup moins précises et en tout cas ne sont plus séparées mais sont totalement intriquées. Donc ça, c'est la deuxième révolution et ça rend l'impact de l'alimentation sur l'état de santé des patients qui sont vus tous les jours en consultation. Et quand on parlait tout à l'heure justement il faut convaincre les patients d'avoir un regard un petit peu différent, de modifier les habitudes alimentaires. Alors ça passe par une compréhension, c'est-à-dire que les gens ne peuvent changer que ce qu'ils comprennent. Donc on les aide à comprendre les merveilleuses propriétés de toutes les molécules qu'il y a dans l'assiette. Et deuxièmement, ça passe par l'accompagnement au changement. Parce que si on dit c'est ça qu'il faut faire, si les gens ont des habitudes, c'est pas en disant c'est ça qu'il faut faire, mais plutôt en essayant de préfrontaliser l'approche alimentaire et de dire si j'ai envie de changer, c'est pour mon intérêt. Et qu'est-ce qui est ton intérêt à toi? C'est pas forcément de prévenir dans 20 ans ou 30 ans le fait d'avoir un diabète, parce que certains vous diront ça tombe bien, je suis pas très pressé, donc dans 30 ans on verra. Et par contre de leur dire tiens, si vous avez envie d'une espérance de vie en bonne santé, rester en bonne santé, ça motive les gens. Avoir une meilleure peau, ça motive certaines personnes. Avoir la forme, avoir de la vitalité, ça motive les gens. Et puis surtout, être moins embêté par les soucis de vie. C'est la fatigue, c'est la douleur, c'est les problèmes digestifs, c'est les problèmes de stress, c'est les problèmes de sommeil. Ça, on peut intervenir avec une alimentation santé personnalisée. Et c'est ce qu'on fait dans nos formations. Je suis obligé de vous couper un petit peu, enfin de vous presser un petit peu. Vous êtes engagé dans la filière bleu blanc cœur aussi. On a fait des partenariats dès le départ, parce que depuis 2000, il y a une filière bleu blanc cœur qui a été motivée par des chercheurs en une minute qui ont démontré que la nourriture du bétail influençait beaucoup, notamment dans la composition en oméga 3 de la ration. Et c'est vrai que les ressources de pêche pour satisfaire la population en oméga 3 est tout à fait insuffisante. Et nourrir le bétail à l'ancienne avec des tourteaux de lin, avec de la vraie herbe, de la luzerne, eh bien c'est la démarche de la filière bleu blanc cœur et nous y adhérons évidemment. Virginie Beaumeunier, je reviens vers vous pour un peu finaliser cette discussion. Comment est-ce que vous analysez tout ce qui a été dit un petit peu Je crois que on a parlé de confiance, de transparence. Je crois que ça c'est un sujet fondamental. Le consommateur, il veut comprendre aujourd'hui, y compris sur sa santé, comme vous venez de l'expliquer très clairement. Il faut le convaincre et donc il faut être clair. Et donc je crois que c'est à la fois les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les médecins, l'administration. Je crois qu'il faut que tout le monde converge pour bien expliquer les choses aux consommateurs. Il faut qu'il reste libre de ses choix, il faut qu'il puisse les faire. Vous avez évoqué la question du pouvoir d'achat,
c'est quand même pas neutre non plus. Et puis, il faut que tout le monde arrive à trouver sa place dans cet exercice. Mais je crois que, ce que je voudrais dire à la fin, c'est qu'il faut que l'alimentation reste aussi un plaisir. Je veux dire, il faut une alimentation équilibrée. Ça, je crois que c'est un discours qui commence à bien rentrer dans les têtes. On a du Nutri-Score qui nous aide à nous orienter. Peut-être qu'on aura des choses plus complexes. On a des applications, on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup, mais c'est utile. Mais oui, indépendante ou pas. Voilà, alors il faut faire attention quand même à tout ça. Il faut que les choses soient validées. Nous, on s'y intéresse de manière pédagogique, là aussi pour l'instant. On regarde ce qui se passe. On n'est pas actionné par les industriels sur les contrôles des applications. Je le dis parce que j'ai lu un article tout à l'heure dans un grand journal du soir qui disait que la DGCCRF faisait une enquête sur les applications poussées par les industriels. Non, c'est pas pour ça. Comme je disais, on l'a vu, il y a des évolutions dans l'alimentation, dans la consommation. C'est une demande des consommateurs. Il faut que tout le monde en tienne compte. Déjà là. J'étais discrète. Non, mais... et ben voilà, je suis désolé, donc on est obligé de s'arrêter, parce que déjà on est à l'heure, donc c'est bien. Et merci beaucoup Virginie Beaumeunier, merci beaucoup David Garbous, toujours en visio. Didier Chausse, merci beaucoup docteur, et Philippe Magneux, avec effectivement ce beau label bio-équitable France.